Les flammes dévoraient le palais de la cité. Jeanne de Montclerc se tenait sur le pont au change, les mains encore poisseuses du sang de l'homme qu'elle venait de tuer, et regardait son œuvre consumer le cœur du pouvoir parisien. Le vent de janvier portait l'odeur âcre de la fumée vers la Seine, mêlée aux cris des gardes qui découvraient enfin le corps du chancelier Gaspard de Beaumont dans ses appartements privés. Elle avait 23 ans et venait de franchir un seuil dont on ne revenait jamais. Mais pour comprendre comment la fille d'un orfèvre de la rue des Lombards en était venue à assassiner le deuxième homme le plus puissant du royaume de France en cette année 1463, il fallait remonter 6 mois en arrière, à ce matin de juillet où tout avait basculé. Le soleil frappait déjà fort sur les pavés de la cité quand Jeanne avait poussé la porte de l'atelier paternel. L'odeur familière du métal chauffé et de la cire à cacheter l'avait accueillie, mêlées aux voix de son père Michel et d'un visiteur qu'elle ne reconnaissait pas. Elle s'était immobilisée dans l'ombre de l'escalier en colimaçon. « Vous me demandez l'impossible, messire », disait son père, et Jeanne avait perçu dans sa voix cette tension qu'elle ne lui connaissait que lors des visites des collecteurs d'impôts. « Je suis orfèvre, pas faussaire, les sceaux royaux que vous me décrivez ne portent pas le véritable emblème de Sa Majesté », avait coupé l'inconnu d'une voix douce qui faisait penser au velours recouvrant une lame. Simplement une version légèrement modifiée, assez pour tromper les yeux peu exercés des marchands flamands que nous cherchons à convaincre. Le royaume a besoin de votre talent, maître Michel, et votre roi n'oublie pas ceux qui le servent. Jeanne avait osé un regard entre les marches. L'homme portait une houppelande de laine fine, noire bordée de pourpre, et ses doigts chargés de bagues jouaient distraitement avec une bourse de cuir qui semblait lourde. Mais c'était son visage qui retenait l'attention. Des traits fins, presque aristocratiques, dans un cadre de cheveux châtains coupés court à la mode de la cour, et des yeux gris qui semblaient tout voir, tout calculer. « Je ne veux pas d'ennui avec la prévôté », avait répondu Michel de Montclerc. « Ma famille, votre famille sera protégée. Vous avez ma parole, la parole de Gaspard de Beaumont, chancelier de France. » Le nom avait frappé Jeanne comme un coup de poing. Le chancelier Beaumont, l'araignée au centre de la toile du pouvoir royal, l'homme dont on murmurait qu'il faisait et défaisait les fortunes à sa guise, qu'il connaissait tous les secrets de Paris et utilisait chacun d'eux comme une arme. Son père avait fini par accepter. Comment aurait-il pu refuser ? La bourse avait changé de main, contenant assez de livres tournois pour nourrir la famille pendant 1 an. Et avec elle, un dessin détaillé du sceau à reproduire, accompagné d'instructions précises sur la livraison. 3 semaines plus tard, les gardes étaient venus à l'aube. Jeanne se souvenait de chaque détail, le fracas de la porte défoncée, les cris de sa mère Marguerite, son jeune frère Thomas qui pleurait caché derrière le coffre à grains. Et son père, traîné hors de la maison en chemise, ses mains d'artisan liées dans le dos, tandis qu'un sergent lisait l'accusation de haute trahison. Fabrication de faux sceaux royaux destinés à tromper les alliés de la couronne, crime passible de la roue et du bûcher. « Mais le chancelier, avait crié Michel, c'est lui qui m'a commandé. » Le rire du sergent avait coupé court à ses protestations. « Le chancelier Beaumont témoignera lui-même de votre culpabilité faussaire. Il a remis personnellement les preuves de votre crime au roi. » Jeanne avait compris, dans cet instant glacé d'horreur, qu'ils avaient été piégés. Son père n'était qu'un pion dans un jeu dont elle ne percevait pas encore les contours. Un artisan assez talentueux pour créer ce dont Beaumont avait besoin, assez insignifiant pour être sacrifié quand le moment serait venu de couvrir les traces de quelques machinations politiques. Le procès avait été une farce. 2 jours plus tard, Michel de Montclerc était condamné.
Jeanne s'était frayé un chemin jusqu'aux premières loges de la place de Grève, où la foule se pressait déjà autour de l'échafaud. Elle avait besoin de voir, même si chaque fibre de son être hurlait de fuir. Son père était monté sur l'estrade avec dignité, refusant l'aide du bourreau. Ses yeux avaient trouvé les siens dans la masse des spectateurs et il avait souri. Un sourire triste, empli d'amour et de regret. Puis, la hache était tombée. Jeanne n'avait pas crié. Elle était restée figée, gravant la scène dans sa mémoire comme on forge un serment dans l'acier. Autour d'elle, la foule applaudissait la justice du roi. Et là-bas, dans une tribune réservée aux dignitaires, elle avait aperçu Gaspard de Beaumont, sa houppelande noire flottant dans la brise d'août, observant l'exécution avec le détachement de celui qui regarderait une partie d'échecs. Leurs regards s'étaient croisés. Pendant un instant, qui avait semblé s'étirer à l'infini, le chancelier et la fille de l'orfèvre s'étaient jaugés par-dessus la mer de tête. Puis, un sourire avait effleuré les lèvres de Beaumont, léger, presque amusé, avant qu'il ne se détourne pour converser avec son voisin. Ce sourire avait scellé son destin. Les semaines qui avaient suivi s'étaient fondues dans un brouillard de douleur et de rage. Sa mère, brisée, avait dépéri en quelques jours avant de succomber à une fièvre dont Jeanne savait qu'elle n'était que le nom poli du chagrin. Thomas, son frère de 15 ans, avait été placé comme apprenti chez un tanneur. Une horrible déchéance pour le fils d'un maître orfèvre, mais c'était tout ce que Jeanne avait pu négocier. L'atelier et tous les biens de la famille avaient été confisqués par la couronne. Jeanne elle-même avait trouvé refuge chez Mathilde Géroux, une ancienne amie de sa mère qui tenait une écope de mercière près de la porte Saint-Denis. Mathilde lui avait offert un matelas dans l'arrière-boutique et un salaire de misère en échange de longues heures à trier des rubans et des fils. Mais surtout, elle lui avait offert quelque chose de plus précieux, des informations. « Tu veux savoir pourquoi ton père est mort, petite ?» avait demandé Mathilde un soir alors qu'elle fermait la boutique. « Alors écoute bien. Paris n'est pas seulement une ville, c'est un champ de bataille où les armes sont des secrets et où le sang versé ne tache jamais les mains des assassins. » Mathilde, Jeanne l'avait appris, était bien plus qu'une simple mercière. Veuve d'un échevin, elle avait conservé les contacts de son défunt mari et savait lire dans les courants invisibles qui agitaient la cour et la ville. Elle connaissait les marchands qui blanchissaient l'argent des nobles, les clercs qui copiaient les correspondances compromettantes, les servantes qui écoutaient aux portes des puissants. « Beaumont joue un jeu dangereux », avait-elle expliqué. Il veut affaiblir le duc de Bourgogne en sabotant les négociations commerciales avec la Flandre. Les faux sceaux que ton père a créés devaient servir à signer de fausses lettres de créance, ruinant la confiance entre Philippe le Bon et les marchands qui financent ses armées. Mais si le complot avait été découvert, il fallait un coupable crédible. Un orfèvre parisien, assez talentueux pour avoir été embauché, assez insignifiant pour être sacrifié. « Et maintenant qu'il a réussi ?» avait demandé Jeanne, la voix rauque. « Maintenant, il est plus puissant que jamais. Le roi Louis le consulte sur toutes les affaires importantes. Il tient la moitié de la noblesse par leurs secrets et l'autre moitié par leur cupidité. Gaspard de Beaumont est intouchable. Personne n'est intouchable. » Mathilde avait regardé Jeanne longuement, et quelque chose comme de la pitié était passé dans ses yeux. « Tu veux ta vengeance, petite, alors prépare-toi à tout perdre, parce que pour toucher un homme comme lui, il faut devenir ce que tu es. » Jeanne avait passé les mois suivants à apprendre. Mathilde connaissait des gens qui évoluaient dans l'ombre, qui savaient des choses. Un ancien routier, François Durand, qui avait servi dans les grandes compagnies avant de se reconvertir dans des activités moins légales, lui avait enseigné le maniement des armes.
Pas dans les règles de la chevalerie, mais dans le style brutal et efficace des tueurs à gages. Où frapper pour tuer rapidement et silencieusement? Comment se déplacer sans être vu? Comment lire les intentions d'un adversaire dans la tension de ses épaules? Tu es trop petite pour la force, avait-il grogné lors de leur première leçon dans une arrière-cour abandonnée du quartier des Halles. Mais tu peux être rapide. Et la rapidité, avec le bon angle, vaut toutes les masses d'armes du monde. Elle avait appris d'autres choses aussi. Catherine, une ancienne courtisane qui avait eu le bon sens de se retirer avant que son visage et son corps ne se fanent, lui avait enseigné l'art de la séduction et de la manipulation. Comment moduler sa voix, comment se déplacer pour attirer le regard, comment lire le désir et l'utiliser comme un outil. Les hommes croient commander, avait dit Catherine avec un sourire désabusé, mais ils sont si prévisibles. Donne-leur l'illusion que c'est leur idée, et ils feront ce que tu veux sans même s'en rendre compte. Et puis, il y avait eu Arnaud de Clisson, un jeune clerc qui travaillait aux archives du Châtelet et qui était tombé follement amoureux de Jeanne lors d'une livraison de rubans. Arnaud était le fils cadet d'une famille de petite noblesse bretonne, trop pauvre pour acheter une charge importante, mais suffisamment éduqué pour se rendre utile. Il était aussi naïf, romantique et d'une loyauté touchante. Jeanne avait eu honte au début d'utiliser ses sentiments, mais elle avait besoin d'accès aux dossiers, aux emplois du temps, aux plans des bâtiments officiels. Et Arnaud, les yeux brillants chaque fois qu'elle lui souriait, lui donnait tout ce qu'elle demandait, convaincu qu'il aidait une pauvre orpheline à obtenir justice. « Ton père était innocent », avait-il déclaré avec ferveur un soir d'octobre, alors qu'il marchait le long de la Seine. « Je vais trouver des preuves, je te le promets. Beaumont ne peut pas avoir tout détruit. » Jeanne s'était blottie contre lui, laissant ses larmes, réelles cette fois, couler sur son épaule. « Tu es trop bon, Arnaud, trop bon pour ce monde. » Et c'était vrai, Arnaud était bon, honnête, rempli d'un idéalisme qui n'avait pas encore été broyé par les réalités du pouvoir. Il croyait en la justice, en la loi, en la possibilité de changer les choses par les voies légitimes. Jeanne, elle, avait cessé de croire en ces choses-là le jour où la tête de son père était tombée dans la sciure. Le plan s'était formé lentement, pierre par pierre, comme on construit une cathédrale. Beaumont était prudent, entouré de gardes, vivant principalement au palais de la Cité où le roi lui avait accordé des appartements. Mais il avait une faiblesse, sa vanité. Il aimait les belles choses, les objets rares et surtout les manuscrits enluminés. François avait appris qu'un marchand italien, Roberto Cavalli, devait présenter au chancelier une collection exceptionnelle de textes de Pétrarque, magnifiquement illustrés. « Il reçoit toujours les marchands dans son cabinet privé », avait expliqué François, « seul, sans témoin. Il ne veut pas que ses rivaux sachent ce qu'il achète. C'est là que tu auras ta chance. Comment je rentre dans le palais? Tu ne rentres pas. Tu y es déjà. » Le plan était audacieux au point de la folie. Arnaud, sans comprendre le véritable but, avait fourni les détails du système de livraison des marchands au palais. Catherine avait utilisé ses anciens contacts pour se faire présenter à Cavalli et avait suggéré, avec toute la subtilité dont elle était capable, que le marchand italien pourrait avoir besoin d'une assistante pour porter ses précieuses marchandises. Une jeune femme discrète, éduquée, parlant un peu d'italien, appris de son défunt père orfèvre, qui avait souvent traité avec des Florentins. Jeanne avait passé des semaines à mémoriser tout ce qu'elle pouvait sur Pétrarque, sur l'art de l'enluminure, sur les routes commerciales italiennes. Quand elle avait finalement rencontré Cavalli dans son entrepôt près du port Saint-Paul, elle avait réussi à l'impressionner suffisamment pour qu'il l'engage.
Le vrai défi avait été les armes. On ne rentrait pas armé au palais de la Cité. Les gardes fouillaient tous les visiteurs. Mais François avait trouvé une solution. Une longue épingle à cheveux en argent, joliment travaillée, assez longue et pointue pour percer un cœur si on savait où frapper, mais assez décorative pour passer pour un simple ornement féminin. Une seule chance, avait-il averti, en lui montrant comment la tenir, comment viser. Si tu rates, tu meurs. Et pas proprement. Je ne raterai pas. Le 8 janvier 1464, par un après-midi glacial où la Seine charriait des plaques de glace, Jeanne était entrée dans le palais de la Cité pour la première fois de sa vie. Elle portait une robe de laine bleue que Mathilde lui avait prêtée, simple mais bien coupée, avec un tablier blanc pour protéger les précieux manuscrits qu'elle portait dans une caisse de bois. Ses cheveux châtains étaient relevés en un chignon complexe, retenu par 3 épingles d'argent. Les gardes les avaient fouillés rapidement. Cavalli, nerveux, transpirait malgré le froid. Jeanne, elle, était étrangement calme. Elle avait passé la nuit précédente éveillée, revoyant mentalement chaque étape, chaque mouvement. Maintenant que le moment était venu, elle se sentait comme détachée de son propre corps, observant la scène de l'extérieur. Les couloirs du palais étaient magnifiques et intimidants. Des tapisseries représentant les exploits des rois de France couvraient les murs de pierre. Des braséros dispensaient une chaleur bienvenue. Des clercs en robes noires se croisaient en murmurant, portant des liasses de parchemin. C'était le cœur du royaume, le lieu où se décidaient les destins de milliers de personnes qui ne mettraient jamais les pieds ici. Un page les avait guidés jusqu'aux appartements du chancelier. 2 gardes montaient la garde devant une porte de chêne massif renforcée de fer. Le page avait frappé, attendu, puis ouvert après avoir entendu une réponse étouffée. Le cabinet de Gaspard de Beaumont était exactement ce à quoi Jeanne s'était attendue. Luxueux sans être ostentatoire, rempli de livres et de curiosités. Une grande cheminée réchauffait la pièce. Des fenêtres à vitraux donnaient sur la Seine. Et derrière un bureau de noyer sculpté, le chancelier lui-même. Il portait une houppelande de velours noir, brodée de fils d'or, et ses cheveux grisaciers étaient soigneusement peignés. Ses yeux, ces mêmes yeux gris qu'elle avait vus sur la place de Grève, les avaient évalués avec l'intérêt clinique d'un homme qui juge des marchandises. « Messire Cavalli, avait-il dit avec un sourire courtois, on m'a dit grand bien de votre collection. » Le marchand italien s'était répandu en courbettes et compliments. Jeanne était restée 2 pas en arrière, les yeux baissés, jouant parfaitement son rôle de servante effacée. Elle sentait le poids de l'épingle dans ses cheveux, froide contre son crâne. « Montrez-moi, » avait dit Beaumont. Cavalli avait ouvert la caisse avec des gestes précautionneux. Les manuscrits étaient magnifiques, il fallait le reconnaître. Des pages de vélin couvertes de l'écriture élégante de copistes italiens, enluminées avec une délicatesse qui transformait chaque lettre en œuvre d'art. Des bleus outre-mer, des ors brillants, des rouges vermillons qui semblaient encore frais. Beaumont s'était levé, avait contourné son bureau. Ses doigts aux bagues précieuses avaient caressé les pages avec une avidité presque sensuelle. Remarquable, tout à fait remarquable. Ce canzonière, la qualité du travail. C'était le moment. Jeanne l'avait su avec une certitude absolue. Cavalli était absorbé dans ses explications techniques, dos à la porte. Beaumont était penché sur les manuscrits, vulnérable. Les gardes étaient de l'autre côté de la porte fermée. Elle avait porté la main à ses cheveux, comme pour replacer une mèche rebelle. Ses doigts avaient trouvé l'épingle, l'avaient extraite avec la pratique née de centaines de répétitions. 7 pas, c'était tout ce qui la séparait du chancelier. « Pardonnez-moi, messire », avait-elle dit doucement en italien, son accent parisien perçant sous les mots étrangers. « Il y a un détail que vous devriez voir. » Beaumont avait levé les yeux vers elle. Pendant un instant, un seul, leurs regards s'étaient croisés.
et elle avait vu la reconnaissance naître dans ses yeux gris. Il se souvenait. Il se souvenait de cette jeune femme dans la foule. Il se souvenait de l'orfèvre qu'il avait sacrifié. « Vous » avait-il commencé. Elle avait frappé. Toute la rage, tout le chagrin, toute la douleur des 6 derniers mois s'étaient concentrés dans ce mouvement. L'épingle avait plongé entre les côtes, visant le cœur comme François le lui avait enseigné. Elle avait senti la résistance du tissu, puis de la chair, puis quelque chose de plus profond avait cédé. Les yeux de Beaumont s'étaient élargis. Pas de peur, pas encore, mais de surprise pure. Comme s'il ne pouvait pas concevoir qu'on puisse le toucher, lui, dans son sanctuaire, au cœur du pouvoir. Jeanne avait retiré l'épingle, frappé à nouveau. Encore, encore. Elle ne pensait plus, ne comptait plus. Il y avait juste le mouvement répétitif, hypnotique, et le sang qui commençait à tacher le velours noir. Cavalli avait crié, Beaumont s'était effondré contre son bureau, une main pressée sur sa poitrine, l'autre tendant vers la clochette d'argent qui aurait appelé les gardes. Jeanne avait attrapé son poignet, l'avait dévié. Leur visage était si proche qu'elle pouvait voir les vénules rouges dans le blanc de ses yeux, sentir son souffle devenir laborieux. « Pour mon père » avait-elle murmuré, « Michel de Montclair, rappelez-vous son nom en enfer. » Quelque chose avait changé dans le regard du chancelier. La surprise avait cédé la place à une autre émotion, du respect, de l'admiration. Un fantôme de sourire avait effleuré ses lèvres ensanglantées. « Bien joué » avait-il soufflé, si bas qu'elle seule avait pu l'entendre. Puis, il s'était effondré. La suite s'était déroulée dans un brouillard. Cavalli continuait à crier. Jeanne avait ramassé la clochette, l'avait lancée dans la cheminée, où les flammes l'avaient engloutie. Elle avait saisi une chandelle allumée, l'avait renversée sur les tapisseries qui recouvraient le mur le plus proche. Le feu avait pris immédiatement. Ses vieux tissus secs brûlaient comme de l'amadou. « Courez » avait-elle crié à Cavalli en italien. « Le feu, alerte !» Le marchand, paniqué, s'était précipité vers la porte. Jeanne l'avait suivi, prenant soin de refermer la porte derrière elle. Les gardes s'étaient retournés, alertés par les cris. « Le feu » avait-elle répété. « Dans le cabinet du chancelier, il y a le feu !» Le chaos qui avait suivi avait été parfait. Les gardes avaient défoncé la porte, découvrant les flammes qui léchaient déjà le plafond. Des cris d'alarme avaient retenti dans tout le palais. Des gens couraient dans tous les sens, cherchant des seaux d'eau, évacuant les documents précieux. Dans la confusion, Jeanne et Cavalli s'étaient fondus dans la masse des fuyards. Elle avait réussi à sortir du palais. L'air glacial de janvier avait frappé son visage comme une gifle, la ramenant brutalement à la réalité de ce qu'elle venait de faire. Ses mains tremblaient maintenant, l'adrénaline se retirant pour laisser place à une réalisation froide et terrible. Elle avait tué un homme, pas en légitime défense, pas dans le feu d'une bataille, mais de sang-froid, avec préméditation. Elle avait enfoncé une lame dans sa chair encore et encore, avait senti son sang tiède couler sur ses mains, avait regardé la vie quitter ses yeux. Et la pire partie, celle qui lui donnait envie de vomir sur les pavés glacés du pont au Change, c'est qu'elle ne ressentait pas de remords. Juste un vide immense et une question qui tournait en boucle dans son esprit. Et maintenant ? Elle avait marché sans but précis, ses pieds la portant à travers les rues familières de Paris. La nuit tombait, transformant la ville en un labyrinthe d'ombres et de lumières vacillantes. Les cloches sonnaient l'alarme, et déjà les rumeurs couraient. Le palais était en feu, le chancelier était mort. Certains disaient un accident, d'autres murmuraient « assassinat ». Jeanne s'était finalement retrouvée devant l'église Saint-Méry. Ses jambes tremblaient, menaçant de se dérober sous elle. Elle s'était glissée à l'intérieur, dans la pénombre fraîche où quelques cierges brûlaient devant une statue de la Vierge.
Il n'y avait personne, sinon un vieux prêtre qui somnolait sur un banc. Jeanne s'était agenouillée, non par piété, mais par simple incapacité à rester debout plus longtemps. Elle avait fixé le visage de la Madone, cherchant quoi? Du réconfort? De l'absolution? Une confirmation qu'elle avait bien fait? Tu cherches la paix, mon enfant. Elle avait sursauté. Le prêtre s'était approché sans bruit, un homme ridé aux yeux doux qui devait avoir connu les guerres anglaises. « Je ne sais pas ce que je cherche, mon père. Tous ceux qui franchissent ces portes cherchent quelque chose. Pardon, rédemption, compréhension. » Il s'était assis sur le banc voisin, pas trop près, respectant son espace. « J'ai entendu les cloches, il se passe quelque chose au palais. » Jeanne n'avait rien dit. Le prêtre avait continué, sa voix douce portant dans le silence de l'église. « J'ai entendu parler de Michel de Montclerc. Un bonhomme, disaient ceux qui le connaissaient. Un homme pieux qui donnait aux pauvres et traitait ses apprentis avec respect. Sa mort a été cruelle. » Les mains de Jeanne s'étaient crispées. Comment savait-il? « Paris est une petite ville pour ceux qui savent écouter, » avait dit le prêtre, comme s'il lisait dans ses pensées. « On m'a parlé d'une jeune femme qui posait des questions, qui apprenait des choses que peu de dames honnêtes devraient connaître. Certains étaient inquiets pour elle, d'autres comprenaient. Et vous, qu'est-ce que vous comprenez ?» Le prêtre avait soupiré. « Je comprends que la justice des hommes est imparfaite, que parfois les innocents souffrent tandis que les coupables prospèrent. Je comprends aussi que la vengeance, même justifiée, laisse des cicatrices qui ne guérissent jamais. Alors vous me condamnez. Je ne suis pas ton juge, mon enfant, mais je dois te demander, maintenant que tu as fait ce que tu as fait, qu'est-ce qui a changé? Ton père est-il revenu? Ta famille est-elle restaurée? Ton cœur est-il en paix? » Les larmes étaient venues alors, brûlantes sur ses joues froides. « Non, rien n'a changé. Il est juste mort, comme mon père, et je suis... Tu es vivante, et tant que tu es vivante, tu peux choisir. Choisir de laisser la vengeance te consumer, ou choisir de construire quelque chose de nouveau avec ce qui reste. » Mais avant que Jeanne puisse répondre, la porte de l'église s'était ouverte avec fracas. 2 hommes en armure étaient entrés, portant les couleurs de la prévôté. Et derrière eux, le visage défait, Arnaud de Clisson. Le jeune clerc avait traversé la nef en courant. « Jeanne, Dieu merci, tu es vivante, je... » Arnaud, sa voix était morte. Elle savait ce qui allait se passer. Le chancelier Beaumont a été assassiné, et ils ont trouvé des documents dans son cabinet. Tes questions, les informations que je t'ai données. Jeanne, ils savent que tu as cherché à l'approcher. Ils savent pour Cavalli, le marchand t'a identifié. Bien sûr, Cavalli ne risquerait pas sa propre tête pour protéger une assistante. Il avait tout raconté. « Je suis venu te prévenir, » avait continué Arnaud. « Il faut que tu fuis. Maintenant, j'ai des contacts à Rouen. Je peux... » « Non. Jeanne, s'il te plaît, ils vont te torturer et te... » Arnaud. Elle avait posé une main sur sa joue, un geste d'une tendresse qu'elle ne ressentait pas vraiment. « Tu es bon, trop bon, mais il n'y a nulle part où fuir. » Les gardes s'étaient avancés. Le sergent, un homme massif avec une cicatrice qui barrait sa joue gauche, avait parlé avec une certaine lassitude. « Jeanne de Montclerc, au nom du roi Louis, vous êtes en état d'arrestation pour le meurtre de Gaspard de Beaumont, chancelier de France. Venez sans résistance et votre fin sera clémente. » Jeanne s'était levée lentement. Le prêtre avait murmuré une prière. Arnaud sanglotait. Elle s'était tournée vers lui une dernière fois. « Merci d'avoir essayé de me sauver, mais je ne veux pas être sauvé. » Il l'avait emmenée. La prison du Châtelet était tout ce qu'elle avait imaginé. Humide, puante, grouillante de rats et de désespoir. On l'avait jetée dans une cellule avec 3 autres femmes,
une voleuse qui toussait du sang, une prostituée arrêtée pour avoir frappé un client et une vieille folle qui murmurait des prières incohérentes dans un coin. Jeanne s'était assise contre le mur de pierre froide, avait fermé les yeux. Dans quelques jours, peut-être quelques heures, il viendrait la chercher pour l'interrogatoire. La question, comme on disait pudiquement. Ils utiliseraient des instruments de fer et de corde pour lui arracher des aveux, des noms de complices, des détails sur un complot qui n'avait jamais existé. Elle pourrait tenir. François lui avait parlé de la torture, de comment préparer son esprit. La douleur est temporaire, avait-il dit. C'est ce que tu fais avec elle qui compte. Tu peux la laisser te briser ou tu peux l'utiliser comme un mantra, une preuve que tu es encore en vie, encore capable de défi. Mais est-ce qu'elle voulait défier? Elle avait fait ce qu'elle avait juré de faire. Beaumont était mort. Le reste n'était que conséquence. Les heures s'étaient écoulées. Peut-être des jours, difficile à dire dans l'obscurité presque totale. On leur avait apporté de l'eau croupie et du pain moisi. La voleuse était morte dans la nuit. Sa tousse s'était arrêtée dans un rat liquide. Personne n'était venu chercher le corps. Puis, au moment où Jeanne commençait à se demander si on l'avait oubliée, la porte s'était ouverte. Mais ce n'étaient pas des tortionnaires qui étaient entrés. C'était un homme seul, grand et maigre, portant une robe de velours bordeaux trop riche pour cet endroit. Son visage était masqué par l'ombre de son capuchon. Jeanne de Montclerc. Elle s'était levée sur ses gardes. « Qui êtes-vous » L'homme avait fait un geste, et les gardes avaient refermé la porte, les laissant seuls. Il avait rejeté son capuchon en arrière, révélant un visage aristocratique, des cheveux poivre et sel et des yeux noisettes qui la jaugeaient avec une intelligence aiguë. « Mon nom est Étienne de Valois, conseiller du roi et anciennement, disons, collègue de feu Gaspard de Beaumont. » Un sourire avait effleuré ses lèvres. Bien que collègue soit un mot généreux pour décrire notre relation, rival serait plus exact. Je ne comprends pas, pourquoi êtes-vous ici? Parce que vous m'avez rendu un service immense, mademoiselle, bien que vous ne le sachiez pas. Beaumont était un obstacle. Un homme brillant, certes, mais dangereux. Ses machinations devenaient incontrôlables. Il jouait avec des forces qu'il ne comprenait pas totalement. Sa mort, eh bien, disons qu'elle arrange beaucoup de monde. Jeanne avait senti quelque chose de froid se former dans son ventre. Vous saviez ce que j'allais faire. Savoir est un bien grand mot. Disons que j'ai remarqué une jeune femme posant les bonnes questions, se préparant avec une détermination admirable. J'ai peut-être veillé à ce que certaines informations soient disponibles, que certaines portes restent entr'ouvertes. Mais le choix était le vôtre, l'acte était le vôtre. Elle avait voulu le frapper, ce manipulateur qui avait utilisé son chagrin comme un outil. Mais à quoi bon? Elle n'était qu'un pion de plus dans leur jeu de pouvoir. Pourquoi me le dire? Parce que je vais vous faire une proposition. Étienne s'était approché, avait baissé la voix. « Vous allez mourir, mademoiselle. C'est inévitable. » Le crime est trop grand, trop public. Mais vous pouvez choisir comment vous mourrez et ce qui arrivera après. Je ne vois pas ce qui pourrait m'importer de ce qui arrivera après ma mort. Non, même pas votre frère, Thomas, je crois. 15 ans, apprenti tanneur dans des conditions déplorables. Que deviendra-t-il quand on apprendra que sa sœur était une assassine? Croyez-vous que son maître le gardera? Croyez-vous qu'il trouvera jamais du travail honnête? Les mots avaient frappé Jeanne comme des coups de poignard. Elle avait pensé à son petit frère, à ses yeux qui avaient perdu leur innocence le jour où leur père était mort. Elle l'avait condamné, elle aussi. Que voulez-vous? Votre confession, complète, détaillée,
Vous avez agi seul, poussé par un chagrin légitime, mais mal dirigé. Aucun complice, aucun complot. Juste une fille brisée par l'injustice qui a cherché sa propre justice. Et en échange, votre frère sera placé dans une bonne maison, un orfèvre de Bourges qui me doit des faveurs. Il apprendra un vrai métier, aura une vraie chance. Les biens confisqués de votre famille seront partiellement restaurés et placés en fiducie pour lui jusqu'à sa majorité. Et vous aurez droit à une mort rapide. L'épée, pas la roue ou le bûcher. C'était un marché de dupes, elle le savait. Étienne arrangeait ses propres affaires, nettoyait les traces de sa propre manipulation. Mais pour Thomas, j'accepte, mais j'ai une condition. Étienne avait haussé un sourcil. Vous êtes en position de négocier. Vous avez besoin de ma confession, sinon vous ne seriez pas ici. Elle s'était redressée, avait trouvé en elle un dernier vestige de fierté. Ma condition, Arnaud de Clisson, le clerc qui m'a aidé sans savoir, je veux sa protection, il ne doit pas être inquiété. Le jeune romantique, il n'est qu'un idiot utile, personne ne... C'est ma condition. Il s'était jaugé dans le silence puant de la cellule. Puis Étienne avait hoché la tête. « Très bien, le clerc sera protégé. Vous avez ma parole. » La parole d'un homme qui a manipulé le chagrin d'une orpheline pour commettre un meurtre par procuration? Un sourire glacé était apparu sur les lèvres d'Étienne. Touché, mais c'est la seule parole que vous aurez, à prendre ou à laisser. Jeanne avait signé sa confession 3 jours plus tard, un document minutieux où elle détaillait tout. Comment elle avait planifié le meurtre, comment elle avait approché Cavalli, comment elle avait frappé. Tout y était, sauf les noms de Mathilde, François, Catherine. Sauf la complicité passive d'Arnaud, sauf le rôle d'Étienne de Valois dans l'ombre. Le procès avait été rapide. Elle avait comparu devant les juges, vêtue d'une robe de toile grise, les mains liées. La salle était bondée. L'assassinat d'un chancelier était un événement, un spectacle que Paris ne voulait pas manquer. Elle avait cherché des visages familiers dans la foule. Mathilde était là, les yeux rouges. François aussi, dissimulé dans un coin, son expression indéchiffrable. Et Arnaud, au premier rang, qui pleurait ouvertement. Le verdict était couru d'avance. Coupable de haute trahison et de meurtre prémédité. Condamné à mort par décapitation, sentence à exécuter dans les 3 jours. On l'avait ramenée au Châtelet. Cette fois, elle avait eu droit à une cellule pour elle seule, un luxe relatif avant l'exécution. Un prêtre était venu pour entendre sa confession et offrir l'extrême-onction. C'était le même vieux prêtre de Saint-Méry. « Tu as trouvé ce que tu cherchais ?» avait-il demandé doucement. « Je ne sais toujours pas ce que je cherchais, mon père. » Alors, peut-être que la question n'était pas la bonne. Peut-être aurais-tu dû te demander non pas ce que tu cherchais, mais qui tu voulais être. Elle avait réfléchi à ces mots pendant les heures qui avaient suivi. Qui voulait-elle être? Elle avait été la fille d'un orfèvre, fière et aimée. Elle était devenue une orpheline brisée, consumée par la rage, puis une tueuse, froide et déterminée. Et maintenant, elle n'était qu'une condamnée attendant l'aube. La nuit précédant l'exécution, Arnaud était venu la voir. Les gardes, achetés avec l'or qui restait de la bourse de Mathilde, avaient accepté de leur laisser quelques minutes. Il était entré dans la cellule, les bras chargés de fleurs, des roses d'hiver, blanches et fragiles. Une extravagance ridicule dans cet endroit de mort, et elle avait ri malgré elle. Arnaud, toujours le romantique. Je voulais que tu aies quelque chose de beau, quelque chose qui sente autre chose que... Il avait regardé autour de lui, incapable de finir sa phrase. Merci. Elle avait pris les fleurs, les avait portées à son visage. Leur parfum délicat contrastait de façon presque obscène avec l'odeur de moisissure et de désespoir.
Tu ne devais pas venir, c'est dangereux pour toi. » Je m'en fiche du danger. Il s'était agenouillé devant elle, avait pris ses mains dans les siennes. « Jeanne, je sais ce que tu as fait, je sais pourquoi, et je ne peux pas dire que je ne comprends pas. Beaumont était un monstre, ton père était innocent, mais, j'ai tué un homme, j'ai commis un meurtre. Tu as cherché justice dans un monde où la justice n'existe pas pour des gens comme nous. » Ses yeux étaient remplis de larmes. « Je t'aime, Jeanne, je t'aime depuis le premier jour où je t'ai vue, et je t'aimerai jusqu'au dernier souffle. Je sais que tu ne m'as jamais aimé comme je t'aime, je sais que tu t'es servi de moi, et je m'en fiche. Si c'était à refaire, je t'aiderais encore, sachant tout ce que je sais maintenant. » La gorge de Jeanne s'était serrée. « Tu ne devrais pas, tu mérites mieux que moi. Tu mérites une femme bonne, honnête, qui partagera ta vie et te donnera des enfants. » Pas une meurtrière qui t'a utilisé. Ce n'est pas à toi de décider ce que je mérite. Il avait porté ses mains à ses lèvres, les avait embrassées. Laisse-moi au moins avoir ça. Laisse-moi t'aimer, même si tu ne m'aimes pas en retour. Même si demain... Il n'avait pas pu finir. Jeanne l'avait attiré contre elle, avait laissé ses bras se refermer autour d'elle. Elle ne l'aimait pas comme il l'aimait, mais elle l'aimait d'une certaine façon, de cette façon douloureuse dont on aime ceux qui voient le meilleur en nous, alors que nous ne voyons que le pire. Ils étaient restés ainsi jusqu'à ce que les gardes viennent dire que le temps était écoulé. Arnaud était parti, le dos courbé, vieilli de 10 ans en quelques semaines. L'aube était venue trop vite et trop lentement à la fois. On lui avait apporté une chemise blanche propre, la tradition pour les condamnés, et on l'avait laissé se laver. Elle avait brossé ses cheveux châtains pour la dernière fois, les avait laissés libres sur ses épaules. 23 ans, tant d'années devant elle, où aurait dû avoir. Le trajet jusqu'à la place de Grève s'était fait dans une charrette découverte. La foule était dense, encore plus que pour l'exécution de son père. L'assassinat d'un chancelier attirait les curieux. Certains lui criaient des insultes, d'autres des encouragements. Un monde de fous où tuer un noble faisait de vous une héroïne pour certains, un monstre pour d'autres. Jeanne avait gardé la tête haute. Elle ne leur donnerait pas la satisfaction de la voir s'effondrer. L'échafaud se dressait au même endroit où son père était mort. Les mêmes planches de bois, peut-être même la même hache. Le bourreau était différent, un homme plus jeune qui avait fait sa révérence avec une politesse presque comique. Un héros avait lu les charges, le prêtre avait récité les prières. Jeanne écoutait à peine. Ses yeux parcouraient la foule, cherchant, elle ne savait pas quoi, un visage ami, un signe que sa mort signifierait quelque chose. Elle avait trouvé Mathilde, qui levait une main en un geste d'adieu. François, dont le visage dur montrait quelque chose qui ressemblait à du respect. Catherine, qui essuyait des larmes. Et Arnaud, au premier rang, les yeux fermés, les lèvres bougeant dans une prière silencieuse. Plus loin, presque cachée par un pilier, elle avait aperçu Étienne de Valois. Leurs regards s'étaient croisés. Il avait incliné la tête, reconnaissance, respect, adieu, puis s'était détourné, disparaissant dans la foule. On l'avait guidé vers le billot. Le bois était taché de sang séché, pas seulement celui de son père, mais de dizaines, peut-être de centaines d'autres. Tant de vies terminées à cet endroit précis. Jeanne s'était agenouillée, avait positionné sa tête. Le bois était froid contre sa joue. Le bourreau s'était penché vers elle. « Pardonnez-moi, mademoiselle », avait-il murmuré. C'était la tradition. « Il n'y a rien à pardonner, vous faites votre travail. » Elle avait fermé les yeux. Dans l'obscurité rouge derrière ses paupières, elle avait revu son père, souriant dans son atelier, ses mains habiles façonnant l'or et l'argent. Sa mère, chantant en préparant le repas du soir. Thomas, riant en jouant avec un chien de quartier.
tout ce qui aurait pu être, tout ce qui ne serait jamais. Elle avait entendu le bourreau inspirer profondément, le craquement du bois alors qu'il levait la hache, le murmure de la foule qui retenait son souffle. Et dans ce dernier instant, avant que la lame ne tombe, Jeanne de Montclerc avait compris quelque chose. Le prêtre avait raison. La question n'était pas ce qu'elle avait cherché, c'était qui elle avait choisi d'être. Elle avait choisi d'être celle qui refusait d'accepter l'injustice, celle qui se battait même quand la bataille était perdue, celle qui payait le prix de ses actes sans se plaindre ni se dérober. Elle ne regrettait rien. La hache était tombée. 3 mois plus tard, dans un atelier d'orfèvrerie de Bourges, un jeune homme de 15 ans nommé Thomas de Montclerc plaçait sa première pièce terminée sur l'établi de son maître. Une broche d'argent, simple mais élégamment travaillée, ornée d'une petite rose. « Bien », avait dit le maître Girard, un homme aux cheveux gris qui avait connu plus que sa part de tragédie. « Très bien, ton père aurait été fier. » Thomas avait touché la broche, ses doigts traçant les pétales minutieusement ciselés. « Ma sœur aussi, peut-être. »« Ta sœur. » Maître Girard s'était tu, cherchant ses mots. « Ta sœur a fait un choix terrible, mais elle l'a fait par amour. Ne l'oublie jamais. Tout ce qu'elle a fait, c'était pour protéger ceux qui restaient. » Dans les archives du Châtelet, un jeune clerc nommé Arnaud de Clisson copiait des documents d'une main mécanique, son esprit ailleurs. Il avait reçu une promotion inexpliquée, une meilleure position dans un bureau plus calme. La protection d'Étienne de Valois s'étendait sur lui comme une ombre invisible. Il ferait carrière, épouserait probablement une fille convenable, aurait des enfants. Mais chaque nuit, il rêvait d'une jeune femme aux cheveux châtains qui lui souriait avec des yeux tristes et se réveillait avec le goût amer de la culpabilité sur la langue. Dans une maison discrète près de la porte Saint-Denis, Mathilde Géroux fermait sa boutique pour la dernière fois. Elle était vieille, fatiguée, et depuis la mort de Jeanne, quelque chose en elle s'était brisé. Elle partirait rejoindre sa sœur en Normandie, loin de Paris et de ses souvenirs sanglants. François Durand avait disparu dans la nuit, comme il l'avait toujours fait. Certains disaient qu'il avait pris du service avec les mercenaires suisses, d'autres qu'il s'était retiré dans un monastère. Personne ne savait vraiment, et c'était bien ainsi. Catherine avait utilisé l'argent que Jeanne lui avait laissé pour ouvrir une petite auberge sur la route de Lyon. Elle y accueillait les voyageurs avec bonté, particulièrement les jeunes femmes seules qui avaient besoin d'aide. Parfois, tard le soir, elle racontait aux clients l'histoire d'une jeune femme courageuse qui avait refusé de courber l'échine. L'histoire changeait à chaque fois, s'embellissait, devenait légende. La fille de l'orfèvre qui avait vengé son père, l'héroïne qui avait défié le pouvoir, le symbole de la résistance contre l'injustice. Ce n'était pas toute la vérité, mais c'était une vérité, d'une certaine façon. Et au palais de la Cité, dans les appartements autrefois occupés par Gaspard de Beaumont, Étienne de Valois buvait du vin de Bourgogne en examinant les nouveaux rapports de ses agents. Il était maintenant premier conseiller du roi, le plus proche de Louis XI. Le pouvoir qu'il avait convoité était enfin à sa portée. Il levait son verre vers le portrait d'un orfèvre pendu au mur, un tableau qu'il avait fait peindre de mémoire, un caprice étrange pour un homme de son rang. Michel de Montclerc, avec ses mains habiles et son regard honnête. Et à côté, un second portrait. Une jeune femme aux cheveux châtains et aux yeux déterminés qui fixait le spectateur avec un mélange de défi et de chagrin. « À vous deux, murmurait-il, pions dans mon jeu, certes, mais des pions qui ont choisi leur mouvement. C'est plus que la plupart n'obtiennent jamais. » Il buvait, et dans le silence de ses appartements luxurieux, il se demandait si Jeanne de Montclerc, dans ses derniers instants, avait trouvé ce qu'elle cherchait. Il ne le saurait jamais.
Mais parfois, dans ses rêves, il la voyait sur cet échafaud, la tête haute, refusant de s'abaisser, même face à la mort. Et il se demandait qui, au final, avait vraiment gagné. Car le pouvoir était éphémère, les royaumes tombaient, les conseillers étaient oubliés. Mais les histoires, les légendes de ceux qui avaient refusé de plier, celles-là vivaient. Jeanne de Montclerc était morte à 23 ans sur la place de Grève, en ce froid matin de janvier 1464. Mais son histoire, elle, venait à peine de commencer.